Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Vers une coopération guinéo-malaisienne dans la filière huile de palme, un programme d'échange et de réseautage se tient cette semaine entre producteurs guinéens et malaisiens. Les détails dans un court instant. Dans la préfecture de Zérékoré, les secrétaires généraux des collectivités et les receveurs communaux apprennent les notions de base de l'administration sous l'ère numérique. Le projet est piloté par l'ANAFIC et ses partenaires. Migration des enfants et des jeunes, comment réguler le cas de l'Afrique de l'Ouest et du Nord? La question est en débat à Conakry afin de trouver des pistes de solutions. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Fini les travaux sur la conférence contre la faim, une rencontre initiée par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Plus de 1700 participants ont pris part au rendez-vous pour trouver des solutions durables à la faim et à la pauvreté sur le continent. L'engagement est pris par les dirigeants africains pour des actions collectives. C'est le Premier ministre Amadou Riba qui a représenté la Guinée lors de cette rencontre. Adi Kamara, Ousmane Kobele Keïta. Un monde sans fin est possible. À Addis Abeba, les dirigeants des États comme l'Éthiopie, le Kenya, la Sierra Leone et la Guinée ont reconnu que la faim n'est pas une question de ressources, mais de manque d'action et de politique coordonnée. L'Union africaine, à travers la Commission, propose un nouveau plan stratégique pour libérer les 80 millions d'Africains de ce fléau, soit un quart de la population du continent. L'ONUDI assure de son accompagnement à travers la promotion de l'agro-industrie. S'exprimant au nom du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, le Premier ministre Amadou Riba souligne l'urgence d'une action collective en annonçant la solution guinéenne. La faim est une calamité que nous devons systématiquement combattre, parce que si on ne le fait pas, c'est l'existence de l'humanité qui est en danger. J'ai entendu des discours qui demandent de l'action. Une population qui a faim, c'est une population qui ne peut pas être en paix. Nous devons avoir la possibilité de développer notre agriculture, de repenser nos manières de faire. Nous avons la chance d'avoir un projet minier sur lequel nous allons utiliser les ressources minières pour développer l'agriculture, pour développer l'agro-industrie, pour développer des politiques qui permettent d'avoir une économie diversifiée, qui ne soit pas une économie de rente, parce que l'économie de rente ne peut pas produire des richesses durables. Et nous allons nous engager avec détermination dans la mise en œuvre des politiques pour atteindre des ODD. Depuis quelques années, certains des pays, comme l'Éthiopie, ont réussi à conduire des politiques qui ont permis à des changements de situation alimentaire. Ce modèle inspire les États. À travers la vision héritage vert, l'Éthiopie s'est reverdie, le niveau de sa production a explosé et le revenu des paysans s'est amélioré. Dans la perspective d'un échange d'expériences et de pratiques, une visite des fermes paysannes a été organisée pour les délégations de la Guinée et de la Sierra Leone. We in Ethiopia, we are trying to have our own. En Éthiopie, le gouvernement s'efforce de résoudre les problèmes du changement climatique et de la sécurité alimentaire de manière autonome, sans dépendre du soutien international. Le Premier ministre a lancé l'initiative Héritage Vert pour planter 50 milliards d'arbres en 8 ans. 40 milliards ont été plantés avec 60% d'arbres fruitiers comme les avocatiers et les manguiers. En plus de lutter contre le changement climatique, ces plantations produisent des fruits pour l'alimentation et génèrent des revenus grâce à l'exportation, améliorant ainsi la vie des agriculteurs. Le gouvernement guinéen, qui porte une initiative d'insertion et de reconversion des retournés d'immigration, est intéressé par le modèle éthiopien. C'est un schéma vertueux qu'il faut que nous épousions
pour ramener les populations vers la terre, vers l'intérieur du pays. Nous devons faire en sorte que les jeunes et les femmes s'inscrivent dans une logique moyenne et à long terme pour vivre de manière beaucoup plus tranquille, pour repeupler nos campagnes, pour reverdir notre pays. L'aisance se renforce et la pauvreté puisse disparaître de notre pays. C'est un challenge avec la volonté, avec l'aide de Dieu. Au bout de 5 années, ceci est possible. La pratique de l'agriculture intelligente, la restauration de l'environnement, l'appui aux producteurs et la mise en commun des politiques publiques à l'échelle du continent sont les réponses contre la faim, en confortant la sécurité alimentaire de l'Afrique. Je vous le disais au sommaire, vers une coopération guinéo-malaisienne dans la filière huile de palme. Un programme d'échange et de réseautage se tient cette semaine entre producteurs guinéens et malaisiens. La Malaisie étant modèle dans le monde trouve que l'huile rouge produite en Guinée est de très bonne qualité, mais surtout facile à exporter. Abdul Karim Kamara, compte rendu. Incontestablement, l'huile de palme guinéenne est l'un des produits locaux les plus prisés hors des frontières guinéennes. Un des plus grands pays producteurs d'huile de palme au monde est la Malaisie. Ce pays s'intéresse désormais à celle produite en Guinée à travers le Conseil malaisien de l'huile de palme. Ce conseil s'attache les services de l'Agence guinéenne de promotion des exportations afin d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration dans le secteur. La qualité que produit la Guinée en termes d'huile de palme est franche. On ne dirait pas la meilleure, mais en tout cas c'est l'une des meilleures qualités en Afrique de l'Ouest. Il faut écouter, connaître les besoins des Guinéens et après voir ce que la Malaisie peut apporter à la Guinée et vice-versa. C'est qu'une première et ça va continuer en fait. Ils auront beaucoup plus de choses à faire en Guinée ici en termes d'huile de palme. Ce pays d'Asie du Sud-Est trouve que l'huile de palme guinéenne est de très bonne qualité et plus facile à exporter. Ces rencontres B2B sont organisées entre les producteurs potentiels des deux pays. Pour cet événement, la première chose est que de promouvoir d'abord la coopération entre la Guinée et la Malaisie. Et la deuxième chose est que la Malaisie organise cet événement, c'est pour voir un peu comment on peut aider, venir en aide au gouvernement guinéen techniquement. Et la troisième chose est que beaucoup de ministères ici ont approché l'ambassade pour voir, pour demander est-ce qu'il y a une possibilité pour que, vu qu'on sait que la Malaisie produit beaucoup d'huile de palme, comment est-ce que la Malaisie peut plus s'intéresser à la Guinée dans ce domaine. Donc, nos produits sont souvent très bons, prisés dans le monde entier, mais nous produisons peu. Et quand les gens viennent, ils veulent acheter, ils achètent, ensuite il y a plus de marchandises à exporter. Donc c'est un défi qu'on doit relever. L'Agipex doit jouer ce rôle-là, c'est un rôle fondamental de mise en relation entre hommes d'affaires. Le ministère du Commerce, à travers l'Agipex, entend mettre les bouchées doubles pour gagner le pari de cette coopération guinéo-malaisienne. Le défi majeur, augmenter la productivité de l'huile de palme pour que l'exportation augmente à son tour. Et puis l'Union européenne accompagne le gouvernement guinéen à travers le programme Erasmus+, qui donne l'opportunité aux universités guinéennes de développer des projets et programmes structurants pour faciliter l'obtention de financement. N'est-ce pas, Mounir Bari? C'est une véritable bouffée d'oxygène pour le monde académique et scientifique de Guinée. Le projet Erasmus+ est un programme phare piloté par les 27 pays membres de l'Union européenne. Objectif, fédérer les institutions autour d'un consortium international. Erasmus, dans le concept européen, c'est un système qui permet aux étudiants et aux enseignants-chercheurs de pouvoir aller d'université en université des 27 pays de l'Union européenne. Et donc cela permet à un étudiant par exemple ou à une étudiante de commencer un semestre de la licence 1
et d'aller terminer le deuxième semestre dans un autre pays européen. L'objectif, effectivement, c'est de renforcer les universités à travers le monde, notamment les universités africaines, en matière de coopération interuniversitaire, en matière de mobilité des étudiants, du personnel des universités. C'est aussi un programme qui milite pour la mobilisation de fonds et le financement de projets et programmes innovants. L'enjeu est aussi de favoriser l'équipement des laboratoires de recherche et faciliter les échanges et la mobilité. Il y a notamment des opportunités d'échanges étudiants, mais aussi de staff universitaire. Mais il y a aussi des opportunités de renforcement de capacité des universités guinéennes, mais aussi des centres de formation professionnelle. Cette année, l'Université de la Baie, nous avons le plaisir d'annoncer que nous avons réussi à avoir un projet sélectionné dans le cadre du programme Erasmus+, dont la mise en œuvre va démarrer courant 2025, à partir de janvier 2025, et nous sommes dans le cadre de ce projet-là en partenariat avec l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, l'Université de Liège en Belgique. Ce consortium servira désormais de plateforme d'échange des opportunités entre l'Afrique et le reste du monde. Autre axe de coopération scientifique entre la Guinée et la Fédération de Russie. Les coopérants russes rencontrent les membres de l'Académie des sciences de Guinée. Ils évoquent plusieurs domaines d'intervention scientifique pour qualifier davantage la recherche dans le supérieur. Plus d'explications avec Nabila Moussa Kamara. Au siège de l'Académie des sciences de Guinée, la Fédération de Russie s'entretient avec les membres du forum le plus élevé de la Guinée et les représentants des institutions nationales et internationales. Tête à tête, la coopération scientifique est évoquée entre les deux pays. Constitués d'intellectuels, les membres de cette instance de promotion des créations intellectuelles ont exprimé leur satisfaction d'entretenir et de perpétuer cette coopération. C'est une initiative qui vise à consolider les relations entre les deux pays. Les académiciens guinéens ont présenté leur académie et ont aussi parlé des sujets, des thèmes, des recherches qui sont intéressants pour eux. Ça nous a permis de trouver des thèmes intéressants pour les deux côtés. Pour développer les recherches scientifiques ensemble. Le gouvernement de la République de Guinée et le président ont une vision très claire sur le développement de la science en Guinée. Et je pense que grâce à ça, l'Académie de sciences de Guinée a une belle avenir. Cette rencontre avec les scientifiques russes est une occasion de renforcer davantage ce partenariat dans le domaine scientifique. L'Académie des sciences de Guinée est ouverte à toutes sortes de coopérations. Notre objectif, c'est de contribuer au développement de ce pays, mais par la voie scientifique, exclusivement. C'est une opportunité, nous l'exploiterons au maximum, d'autant plus qu'ils ont exprimé la volonté de partenariat fécond et de gagnant-gagnant. Et c'est ce qui nous intéresse à l'heure actuelle. Depuis son indépendance en 1958, la Guinée ne cesse d'avoir le soutien de ses partenaires historiques, notamment la Russie. Dans le domaine scientifique, plusieurs actions ont été réalisées. Pour marquer un nouveau pas dans leur relation, des objets d'art symboliques représentant l'identité et la vision des deux peuples souverains ont été échangés entre les représentants des deux pays. Dans le sud du pays, précisément dans la préfecture de Zérékoré, les secrétaires généraux des collectivités et les receveurs communaux apprennent les notions de base de l'administration sous l'ère numérique. C'est une initiative de la Direction nationale des collectivités en collaboration avec l'Agence nationale de digitalisation de l'État et de l'ANAFIC, ainsi qu'Amisoko, Mohamed Salioupa et Mohamed Lamine Diallo. Ils sont secrétaires généraux des communes et receveurs communaux de Zérékoré à apprendre les notions de l'administration sous l'ère du numérique. C'est une initiative de la Direction nationale des collectivités en collaboration avec l'Agence nationale de digitalisation de l'État et de l'ANAFIC. Il y a eu un tableur Excel qui a été conçu sur la base de la nouvelle nomenclature budgétaire et comptable. Donc cette formation va leur permettre dorénavant de simplifier, automatiser et gagner en temps
dans le processus d'élaboration du budget communal. Les acteurs qui sont concernés, que sont les secrétaires généraux et les receveurs, sont les chevilles ouvrières des collectivités locales. Dans nos communes, tous les travaux sont gérés et exécutés par les secrétaires généraux et les receveurs. Renforcer les capacités opérationnelles de ceux-ci n'est qu'un offre de soulagement qu'il faut saluer. Cela va permettre de simplifier les tâches à la base. Appuyer la gouvernance locale à travers le renforcement de capacités des cadres de services déconcentrés est un regain d'espoir et de réconfort pour les bénéficiaires. Cette formation nous a permis de connaître les bases en informatique. Ça nous facilite parce que déjà il y a une nouvelle nomenclature budgétaire qui est là, dont la divulgation doit se faire, et pour te dire que ça se fait automatiquement. Une fois qu'on utilise ces tableurs en Excel là, l'activité se fait automatiquement. Ce processus de qualification de l'administration guinéenne est appuyé par la Banque mondiale. Les opérations sont conjointement menées par la Direction nationale des collectivités, de l'Agence nationale de digitalisation de l'État et de l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique. Au niveau de l'audiovisuel, la radio rurale de Forécaria, on a tout pour le développement local. Pour mieux servir le monde rural, elle nécessite quelques moyens logistiques et de renforcement des capacités du personnel. Ainsi, les citoyens de Moria seront au bain de l'actualité en temps réel. Amadou Bailo-Bari, Ousmane Ouatsissé. Dans sa mission d'éducation, de sensibilisation pour promouvoir le développement local, la radio rurale de Forécaria s'illustre à plus d'un titre, même si le besoin en ressources humaines, surtout en logistique, apparaît sans langue de bois. Car Forécaria comprend 11 sous-préfectures, dont certaines d'entre elles se situent à plus de 80 km du chef-lieu. La meilleure façon d'informer la communauté, c'est de les informer dans la langue qu'elles comprennent. Et mais sur le plan formation, c'est là où nous allons lancer un appel. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Nous, par exemple, à la radio de Forécaria, nous engageons des formations internes pour que nous sortions pour des tournées dans les communautés, dans les sous-préfectures. Il nous faut vraiment un moyen et une équipe dynamique. Du point de vue technique, quelques soucis se manifestent, bien que les techniciens n'abandonnent rien et s'apprêtent à tout moment à dépanner et booster les équipements. Au niveau de la technique de la radio de Forécaria, il y a beaucoup de difficultés, surtout avec le console et les compresseurs et ainsi de suite. Cela est dû aux foudres de tonnerre. Mais à chaque moment que nous avons des difficultés, je fais quand même au mieux avant d'appeler la direction. Nous demandons à l'État de nous envoyer quelques équipements que nous avons besoin. Vu les réalités, les problèmes d'énergie et autres, on n'arrive pas à travailler en plein temps de 24 heures. Mais au moins, chaque jour, 7 heures à 0 heure, ça c'est déjà calé. Pour mieux répondre aux aspirations des Morianais, l'appui technique et logistique à cette radio pourrait être la boussole du développement agropastoral de Forécaria. Il existe désormais en Guinée une coalition nationale pour l'allaitement maternel. C'est une initiative des acteurs de la société civile à travers la direction de la santé familiale et de nutrition du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'idée est de faire la promotion du lait maternel à Moussa Kouyaté. Les statistiques fournies par les autorités du ministère de la Santé, le taux de l'allaitement maternel est de 43% en Guinée en 2024. La mise en place de cette coalition vise à améliorer la tendance et faire la promotion du lait maternel. 3 objectifs principaux. Vous avez la promotion de l'allaitement maternel, soutenir l'allaitement maternel et ensuite protéger l'allaitement maternel avec les violations que nous savons déjà dans le domaine. La coalition vient combler un gap existant aux côtés du ministère de la Santé à travers la Direction nationale de la santé familiale pour pouvoir impulser dans les prochains jours, mois et années à venir, comme pour dire l'allaitement maternel doit être vraiment inscrit dans les priorités du pays à travers le ministère de la Santé. Engager une nouvelle dynamique de mobilisation sociale, surtout communautaire, en faveur de cette pratique à haut impact qu'est l'allaitement maternel exclusif sans eau pour les enfants dans des moins de 0 à 6 mois.
Des acteurs de la société civile guinéenne accompagnent les autorités pour promouvoir la santé familiale. Les taux que nous avons d'allaitement maternel, ce n'est pas appréciable. Et là, il y a un travail important qui doit être fait par la société civile. Donc, je remercie encore une fois de plus la société civile pour cette belle initiative. Si nous n'agissons pas au niveau communautaire, ce sera vraiment difficile. J'invite d'abord, pas seulement les femmes, mais j'invite les pères de famille, les mamans, également aussi les voisins, parce que c'est eux qui sont influenceurs par rapport à l'allaitement maternel et que ceci contribue à l'allaitement maternel et qui soutiennent nos mamans, qui soutiennent les mères à allaiter correctement les enfants exclusivement au lait maternel de 0 jusqu'à 6 mois. L'engagement des acteurs de la société civile peut changer la donne à travers des campagnes de sensibilisation auprès des communautés, ce conformément aux réformes engagées dans ce secteur. Dans le volet santé, toujours conférence médicale sur la paralysie cérébrale et prise en charge des enfants atteints de handicap. L'initiative est de la Fondation internationale Kerno et Mariam. L'idée est de mobiliser des partenaires techniques et financiers autour de cette pathologie en vue de secourir les malades. C'est un reportage de Aboubakar Junior Camara. La Fondation internationale Kerno et Mariam Fitima poursuit ses œuvres de charité en faveur des personnes vulnérables. Dans le cadre de la promotion à la santé, une conférence médicale est organisée sous le thème handicap et prise en charge des enfants atteints de paralysie cérébrale et troubles du spectre de l'autisme. Ces pathologies affectent considérablement l'évolution physique et mentale des enfants. Nous essayons vraiment de faire en sorte qu'il y ait une sensibilisation de la communauté sur cette problématique. Les statistiques montrent vraiment qu'aujourd'hui, il y a 15% de la population mondiale qui vit en situation de handicap. Donc c'est un vrai problème de santé publique, ce n'est pas quelque chose qui soit marginalisé. On doit tous être conscients de ça. Fidèle à ses ambitions d'assistance aux personnes vulnérables, surtout des femmes et des enfants, Fitima élargit ses partenaires techniques et financiers afin d'atteindre ses objectifs de santé pour les enfants. Notre objectif aujourd'hui, c'est de réunir des thérapeutes, des médecins et des paramédicaux afin qu'ensemble, on puisse faire un état des lieux de la prise en charge de ces enfants-là. C'est vraiment un partage d'expérience, un partage de connaissances afin que les médecins soient aussi sensibilisés à ces pathologies qui ne sont pas toujours connues par les médecins eux-mêmes. Il y a la prise en charge aujourd'hui des enfants qui souffrent d'infirmité motrice cérébrale qu'on appelle encore paralysie cérébrale qui se fait à Fitima. C'était méconnu en Guinée, mais grâce à elle aujourd'hui, elle n'a aménagé aucun effort, s'est développée, on fait la prise en charge de ces enfants-là et grâce aux kinésithérapeutes qui sont là, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est réalisable en Guinée. Cette conférence médicale initiée par la Fondation Fitima va toucher autres pathologies fréquentes chez les enfants et autres personnes vulnérables. Pour finir, le projet Enfants et Jeunes sur les routes migratoires d'Afrique de l'Ouest et du Nord renforce les systèmes nationaux et régionaux de protection, d'éducation et d'insertion socio-économique. C'était lors de la deuxième session de son comité de pilotage. Tous s'engagent à déployer plus d'efforts dans l'atteinte des objectifs fixés. Son assaillant reportage. Après la première session organisée par Terre des Hommes pour protéger les enfants et les jeunes durant leur parcours migratoire en créant des dispositifs d'accompagnement, la deuxième session du comité de pilotage national du projet Enfants et Jeunes sur les routes migratoires d'Afrique de l'Ouest et du Nord n'a pas manqué d'atteindre ses objectifs. L'objectif de ce projet est de renforcer le système pour une meilleure prise en charge des enfants en situation de mobilité, de questionner la mise en œuvre, relever les acquis qui ont été engrangés, mais aussi faire un focus sur les défis auxquels le projet rencontre pour pouvoir trouver des solutions, des réponses concrètes pour améliorer la qualité de la mise en œuvre. Ces enfants et jeunes sont souvent exposés à des risques majeurs tels que la traite des êtres humains, l'exploitation, la violence et la marginalisation. Il est de notre devoir en tant que gouvernement, organisations internationales, ONG, partenaires de la société civile de travailler en concert pour mettre fin à ces violations flagrantes
des droits humains. Le projet est financé par la Suisse. Au cours de cette rencontre, l'équipe du projet échange et présente aux parties prenantes le niveau d'exécution des travaux. Il y a eu des recommandations phares que nous avons parcourues avec les services techniques, mais surtout des engagements qu'ils ont eu à prendre vis-à-vis du projet. Donc je pense que nos attentes restent encore toujours positives parce que les engagements pris par eux nous amènent un peu à dire que oui, le futur du projet pourrait être meilleur pour pérenniser les acquis surtout de ce projet. Étaient représentés à cette rencontre les ministères concernés, les partenaires techniques et institutionnels qui s'engagent à fournir plus d'efforts pour atteindre les objectifs du projet, protéger les enfants et jeunes sur les routes migratoires en Afrique de l'Ouest et du Nord. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. À 17h pour d'autres éditions d'information. Bonsoir.